commencerai par remercier les organisateurs de cette cérémonie de me donner l'occasion de lancer un cri de cœur par rapport au développement de l'édition scolaire qui est notre spécialité. Nous sommes représentants d'une maison d'édition qui s'appelle Édition Enfance Éducation 3E. Nous travaillons pour la petite enfance. Nous proposons à la population et à l'école sénégalaise des supports didactiques qui permettent aux enfants de maîtriser les contenus programmes, les contenus curriculaires. Mais nous produisons aussi des ouvrages complémentaires, des livrets de contes, des livrets littéraires au profit des enfants du pays. Dans tout système éducatif solide se trouvent des ressources pédagogiques de qualité, accessoires, vraiment accessibles aussi et culturellement pertinentes. Au Sénégal, alors que l'État ambitionne une éducation inclusive et de bonne qualité, il y a un paradoxe. Les maisons d'édition locales, pourtant engagées dans la production de manuels scolaires adaptés et conformes au curriculum national, peinent réellement à exister face à une concurrence étrangère et à un manque de soutien institutionnel. Il faudrait réaffirmer le rôle important qu'elles jouent, mais aussi leur permettre de se développer dans tous les sens. Un rôle fondamental dans l'ancrage culturel et linguistique. Les maisons d'édition sénégalaises ont la capacité unique d'intégrer les réalités socio-culturelles locales, contrairement aux ouvrages importés. Elles valorisent l'environnement de l'apprenant, rendant l'apprentissage plus concret et plus proche des écoles. Une indépendance éditoriale à renforcer. La dépendance à l'égard des éditeurs étrangers, souvent orientés vers des logiques marchandes et déconnectées du contexte sénégalais, nuit à la souveraineté pédagogique nationale. Soutenir les éditeurs locaux, c'est investir dans une indépendance intellectuelle et une maîtrise des contenus éducatifs qui se collent parfaitement aux exigences académiques. Des freins structurels à lever. Malgré leur engagement, les maisons d'édition sénégalaises font face à un accès limité au marché public de l'éducation, un manque de subventions ou d'incitations fiscales, des difficultés d'impression locale et de distribution nationale. Des retombées positives sur l'économie et l'emploi. Soutenir ces éditeurs, c'est dynamiser une filière créative locale, écrivains, illustrateurs, imprimeurs, pédagogues, etc. Tous peuvent bénéficier d'un écosystème renforcé autour de l'édition scolaire. Quelles solutions concrètes? Instaurer un quota de manuels produits localement dans les appels d'offres publics. Mettre en place un fonds d'appui à l'édition scolaire sénégalaise.
favoriser la co-construction de manuels entre institutions éducatives et éditeurs nationaux, encourager l'impression locale par des allégements fiscaux. Et pour terminer, l'éducation nationale ne saurait se construire sur des bases solides sans de bons manuels scolaires conçus par ceux qui comprennent le milieu, les réalités du terrain. Il est urgent donc que les autorités académiques s'engagent résolument aux côtés des maisons d'édition sénégalaises. La survie et au-delà, la qualité même de l'enseignement en dépend. Merci de votre attention. Je commence d'abord par dire bonjour tout le monde. À Madame la Présidente Amici, j'avais même pensé que c'était elle qui devait ouvrir le bal. Car mieux que personne, elle connaît l'état des lieux. Bien, parce que nous devons aller rapidement. Nous prenons ce panel au moment où vraiment l'heure totalement en avance, on est presque en retard sur notre horaire et je crois qu'il faut qu'on y aille vite. Mais l'état des lieux est facile et simple. Je crois que Mme Amici l'a dit dans son allocution. Au moment où nous avons pris l'indépendance, nos présidents avaient l'idée de mettre en pratique la souveraineté éditoriale, à mettre en place ce qu'on appelle les nouvelles éditions africaines. Parce qu'il n'y a pas meilleure expression culturelle que de reprendre notre indépendance sur ce plan-là. Le président Alioune Badara Bèye, paix à son âme, disait souvent que la véritable souveraineté s'exprime à travers l'édition. On ne peut pas confier l'édition à n'importe qui. Il faudrait que nous prenions sur nous-mêmes notre indépendance au plan éditorial. Mais il y a beaucoup de choses qui manquent. On est dans un pays où toutes les chaînes du livre ne sont pas présentes. On est dans un pays où quand on a fini d'écrire, quand on est éditeur, on ne peut même pas avoir la possibilité de mettre nos livres dans les vitrines accessibles aux lecteurs. Les rares libraires qui sont là ont une politique, c'est leur politique, qui fait en sorte que nous autres, nous n'avons pas la possibilité d'être mis en relief ou de voir nos livres mis en relief à travers ces vitrines-là. Souveraineté éditoriale. Parce que si on n'a pas une souveraineté éditoriale, on ne peut pas avoir de grandes maisons d'édition. Or, comment peut-on parler de souveraineté éditoriale quand d'abord le livre scolaire n'est pas accessible aux éditeurs que nous sommes? Souveraineté éditoriale. Comment peut-on parler de souveraineté éditoriale quand les textes qui définissent l'édition, qui définissent ce que c'est qu'un éditeur, ne sont pas présents? Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais n'importe qui peut être éditeur aujourd'hui. On n'a pas de texte qui puisse dire voilà ce que c'est qu'un éditeur. Et je pense que si on veut d'abord une souveraineté éditoriale, il va falloir que nous puissions aller dans une définition de textes forts capables d'encadrer les maisons d'édition. Je reprends une phrase de Pape Samba Kane quand il parlait de la presse dans son temps. Il disait qu'il fallait un catcher pour pouvoir nettoyer les écrits de Gias. Et je crois que c'est la même chose aussi pour nous. Même si on vient très tardivement dans l'édition, l'édition c'est une profession. Ça demande des compétences, ça demande une certaine formation. Même si on vient tardivement, il faut quand même aller vers cette formation-là. Il faut aller faire un stage, tant que soit-il, parmi ceux qui sont là, parmi les grandes maisons d'édition, et pouvoir avoir les rudimentaires de ce métier-là. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à nous reprocher nous-mêmes d'abord, en tant qu'éditeurs. La qualité de nos ouvrages n'est pas des meilleurs. Or, pour pouvoir parler de souveraineté éditoriale, il va falloir revoir tout cela. Mettre en place des textes forts, avoir nous-mêmes une association, Madame la Présidente fait un excellent travail là-dessus,
mais je crois qu'elle a fait beaucoup de formation par rapport au niveau des éditeurs. Et je remercie ici Issakha qui est là à mes côtés, qui a été un grand formateur sur ce plan-là. Mais il reste encore, il nous faut aller de l'avant. Il nous faut vraiment justement faire l'état des lieux. Il faut que nous puissions avoir le courage de nous parler en face, de dire ce qui va et ce qui ne va pas, de reprendre les librairies et de se battre. Et c'est par là que je vais terminer, de se battre pour que nous ayons une librairie nationale et de pouvoir aller vraiment dans une fédération de tous les éditeurs. Parce qu'il y a des éditeurs qui ne font pas partie encore de l'association des éditeurs du Sénégal. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Et cette histoire résume en quelque sorte ma perception de ce que c'est que la souveraineté éditoriale ici au Sénégal. Il y a de cela une vingtaine d'années, le jeune étudiant en deuxième année au département d'histoire que j'étais s'est retrouvé en face d'un enseignant invité par notre prof Feu Brahim Diop, qui est venu nous faire un cours en histoire médiévale. Avant de faire le cours, elle a fait le tour à la bibliothèque du département, à la bibliothèque universitaire. Et elle nous a, pendant le cours, donné à chaque étudiant, devient peut-être être une trentaine, un support de documents photocopiés. Elle nous administre un cours en 2 heures de temps en tant que professeur invité. Elle s'appelait Anne Mayou, de l'université d'Aix-Marseille 2. Avec mes camarades, nous nous regardons parce qu'on se rend compte que tout ce qu'elle nous raconte, c'est comme si c'était du chinois. Je me lève, je prends mon courage à 2 mains, je pose la question. Je dis, mais professeur, le cours que vous venez de nous donner, est-ce des hypothèses de recherche que vous voulez tester à notre niveau ou bien est-ce que ce sont des résultats de recherche déjà avérés? Elle me regarde, elle regarde mon prof et elle me dit, écoute jeune homme, je comprends votre question qui ne m'étonne guère. Pourquoi? Parce que avant de faire ce cours, j'ai fait la ronde des bibliothèques et je me rends compte que vous travaillez avec des documents qui ne sont plus à jour, enseignés dans nos universités au moins depuis une vingtaine d'années. Je reçois ça comme un coup de poing en pleine figure. Je rentre le soir à la maison, moi qui voulais faire ma maîtrise ici, entrer à l'école d'administration et devenir un haut fonctionnaire, grand commis de l'État, comme a toujours voulu mon père. Je dis à mon frère, écoute, tu m'avais proposé de partir étudier et en même temps me soigner parce qu'il y a un problème vieux. Si ça tient toujours, je suis preneur. Il me dit, écoute, fais une demande. L'année suivante, je me retrouve à l'université Paris 7. Au premier cours, on nous donne une bibliographie, la première semaine. Et je me rends compte que dans la semaine, la liste des livres que nous avons à lire sont écrits par les enseignants que nous avons en face de nous. Et avant d'arriver en France, au département d'histoire à l'époque, il n'y avait que le professeur Boubacar Bari, son fameux livre intemporel, la Sénégambie, le professeur Oumar Khan, la grande hégémonie Peul, et le professeur Abdoulaye Bathily qui avait réussi à faire éditer leurs livres. Et je me dis quand même qu'il y a quelque chose à faire. Et à partir de là, parallèlement à mes études au département d'histoire de l'université Paris 7, je suivais une formation en édition et je suis allé chercher un stage à la maison d'édition L'Harmattan. Pourquoi? Parce que L'Harmattan est la maison qui éditait la plupart des livres sur l'histoire africaine avec lesquels on travaillait. Voilà ma première rencontre avec la maison d'édition L'Harmattan. Je me suis fait former là-bas en tant qu'éditeur. Je suis entré comme correcteur, travaillé dans tous les départements. Je soutiens ma thèse de doctorat en 2008 et mon projet a toujours été de rentrer chez moi. On m'a proposé un poste à l'université, mais j'ai dit que je rentrais. On m'a demandé de rester à Paris, j'ai dit que je rentrais. Et je rentre avec ce projet de créer une maison d'édition et une librairie. Pourquoi? Pour permettre aux étudiants d'avoir une documentation à jour à un tarif accessible, mais aussi et surtout permettre à toute cette recherche de nos universitaires qui dort dans les tiroirs de pouvoir être éditée. Je vais voir le patron de L'Harmattan, Denis. Je lui dis, mais monsieur Prien, j'ai soutenu ma thèse, je vous avais dit que j'étais là pour me former et je rentre chez moi.
maintenant j'ai ce projet. Et il me dit, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis, ben, ce qu'on peut faire, je vais rentrer créer ma maison d'édition, mais je voudrais quand même être accompagné. Je ne voudrais pas réinventer la roue, puisqu'elle existe déjà et elle est assez huilée. Il me dit, écoute, pour la librairie, je peux te faire crédit d'un conteneur de livres. C'est le premier conteneur de livres avec lequel nous avons ouvert la librairie au point E que tout le monde connaît. Et il m'a prêté 1 000 €. J'ai encore la décharge chez moi. Je suis rentré, j'ai signé avec lui ce qu'on appelle une convention de marque. L'Harmattan Sénégal, pour le dire de manière encore plus audible, n'est absolument pas du tout une filiale du groupe L'Harmattan, comme les gens le disent depuis au moins une quinzaine d'années. L'Harmattan Sénégal est une entreprise de droit sénégalais qui m'appartient, Abdoulaye Diallo, à moi. Le jour où je décéderai, et hier, ce sont mes enfants qui hériteront de cette maison. Et arrivé au Sénégal, je suis allé, j'ai fait la ronde des enseignants. En quelques années, aujourd'hui, tous les livres qui sont enseignés au premier cycle et au deuxième cycle de la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop sont des livres qui sont édités par leurs propres enseignants et qui sont édités ici au Sénégal. Alors qu'avant cela, ils travaillaient tous avec du Pradel, avec des livres qui étaient édités par d'autres et écrits par d'autres en France. Ça, je crois que le fait qu'on ait réussi à inverser cette tendance est un des marqueurs de ce qu'on peut qualifier comme étant un des éléments de cette souveraineté. Je me suis focalisé à la faculté de droit. Pourquoi? Parce que c'est avec eux qu'on a beaucoup travaillé, avec l'appui bien évidemment du doyen de l'époque, le professeur Mamadou Badji. Actuellement, tous les livres avec lesquels travaillent les étudiants sont des livres qui sont édités par leurs enseignants et pour la plupart édités soit par l'Harmattan Sénégal ou bien en partie par les presses universitaires de Dakar. J'ai en face de moi des enseignants de la faculté des lettres qui publient leurs textes chez nous, des livres avec lesquels travaillent leurs étudiants. Je peux évoquer ce projet que nous avons eu avec le ministère de l'Enseignement supérieur, du temps du professeur Marito Ounian, avec qui nous avons travaillé pour la mise en place de manuels pour les facultés des sciences et techniques dans un projet fait de concert avec toutes les universités sénégalaises. On a pris un enseignant dans chaque université. Et aujourd'hui, dans toutes les universités, en première année, en deuxième année, au niveau de toutes les facultés de sciences, les étudiants travaillent, que ce soit en maths, que ce soit en chimie, que ce soit en physique, en probabilité, avec des manuels qui sont faits par leurs enseignants et que nous avons eu la chance d'éditer en tant que maison d'édition Harmattan Sénégal. C'est aussi ça qui peut nous permettre, bien évidemment, je me suis focalisé bien évidemment sur l'expérience de l'Harmattan Sénégal, tous les autres éditeurs de la place peuvent en dire autant. Et je pense quand même que avec tout ce qui a été fait, bien évidemment, avant que l'Harmattan Sénégal ne s'installe, Madame Aminata Sy, notre présidente, a évoqué le rôle historique que les NEAS ont eu à jouer dans ce pays. Ça, je pense que nous sommes bien dedans. Maintenant, il y a un certain nombre de défis qu'il y a à relever. Et le premier défi, M. Sow l'a dit tout à l'heure, c'est la qualité des produits qui sont mis en circulation. Seydi a dit il faut que nous osions nous regarder les yeux dans les yeux pour nous dire que sur l'ensemble des textes que nous publions, quand je dis nous, je parle de tous les éditeurs, la plupart de ces livres n'ont pas leur place dans une librairie. Je suis très méchant, me diront certains en le disant, mais la qualité c'est-à-dire, n'est pas toujours au rendez-vous. Et il y a ce défi de la formation des acteurs qui doit être fait. Aujourd'hui, vous êtes tout à fait d'accord avec moi que nul parmi nous ne confiera un de ses enfants qui doit être opéré à un porteur d'une blouse blanche alors qu'il n'a jamais été à la faculté de médecine. Mais pourquoi devons-nous confier la tête de nos enfants à des gens qui n'ont pas du tout appris le métier? L'un des principaux défis, c'est le défi de la formation des acteurs. Mais il y a également le défi de
la présence des livres sur le territoire national. Nous avons ce qu'on appelle des déserts littéraires dans ce pays. C'est le lieu de féliciter quelqu'un comme Moustapha pour tout le travail de promotion qu'il est en train de faire pour implanter le livre avec notre collègue Ndiaye dans la région de Thiès. J'ai parlé tout à l'heure de Moustapha Ndiaye, là je parlais de Ousmane Ndiaye aussi. Il est installé à Thiès. Mais si nous sortons de ce triangle Dakar, la région de Thiès et un peu Saint-Louis, et tout le travail intéressant que nos collègues du Sud ont commencé à faire, il y a une sorte de désert et il faut que nous nous battions pour que le livre puisse être présent sur l'ensemble du territoire sénégalais. Et pour cela, il faut bien évidemment relever encore une fois le défi de la promotion. Et pour cela, je ne cesserai jamais de taper sur nos parents des médias. Il faut qu'ils laissent de la place aux livres dans leur programme. Ce d'autant que, dans le cahier des charges que tout groupe de médias signe avec l'État, il y a une part qui concerne l'éducation. Et cette éducation passe forcément par le livre. Bien évidemment, je trouve dommage qu'aujourd'hui que notre intemporel Sada Kane soit encore la référence quand on parle de promotion du livre. Mais Sada, il faut qu'il se repose. Il a consacré sa vie à la promotion du livre dans ce pays. Il y a un certain nombre de jeunes journalistes qui se sont lancés dans le travail de promotion. Je ne vais pas en citer pour ne pas en frustrer, mais ils se reconnaîtront. L'association des journalistes culturels doit pouvoir travailler la main dans la main avec les éditeurs et les acteurs du livre pour que nous combattions ce désert littéraire qui existe dans nos pays. Et le dernier défi sur lequel je voudrais insister, Seydi a brossé un moment, il faut que nous travaillions à être inclusifs. Être inclusif, c'est quoi? Un pays comme le nôtre, où, je veux dire, pris ensemble, nous sommes quoi? 18 millions, nous dit-on. Sur les 18 millions, peut-être il y a quoi? 500 000 ou 600 000 lecteurs constants, en dehors bien évidemment des élèves. Avec 1001 acteurs du livre, chacun avec une chapelle qui lui est propre. Qu'est-ce qui nous empêche de nous retrouver autour d'une table en tant qu'éditeurs, de nous donner la main, de nous aider, que les grandes maisons d'édition soient, c'est-à-dire aident à former les autres qui en ont besoin, que les grandes maisons d'édition soient des leviers pour pouvoir tirer. Pourquoi? Parce que dans un train, il faut toujours qu'il y ait des wagons, il faut toujours qu'il y ait, comment on appelle le wagon de tête, une locomotive. Les grandes maisons d'édition peuvent être des locomotives pour pouvoir accompagner les autres. Mais je ne comprends pas que nous ayons l'ASE à part, que nous ayons la CONES à part, que nous ayons d'autres. Trouvons les moyens de nous rassembler et une fois que nous serons organisés en tant qu'éditeurs, nous irons voir les écrivains, nous irons voir les libraires. Seydi a parlé tout à l'heure de la difficulté d'avoir des librairies. Mais la question de la promotion, je le dis et je le dirai toujours, il faut que nous réussissions à avoir une grande maison de distribution. Une centrale de distribution. Et pour cela, nous avons un homme qui est tout désigné. Ibrahima Touré Aniga. Il a plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur avec ADP. Mais pour cela, il faut que les éditeurs se rassemblent, qu'ils lui donnent les moyens avec l'État de pouvoir créer cette puissante centrale afin que tout le monde puisse s'y retrouver. J'ai été très long, Fatou. Excuse-moi, ma grande. Merci Abdoulaye. Merci. Tu as été long, mais ça a été quand même très instructif. Je retourne vers notre collègue Gorkodio, qui est du Sud. Gorkodio, est-ce qu'on peut avoir rapidement ton avis par rapport à l'état des lieux sur la souveraineté éditoriale, surtout par rapport à ta zone, vers le Sud? Merci. Voilà, merci, ma sœur, merci
notre présidente, ici que nous félicitons pour tout le travail qu'elle a là-bas avec justement notre ami également Alassane Cissé pour l'équité territoriale. Je crois qu'il faut d'abord, à mon avis, définir ce que c'est que la souveraineté éditoriale. C'est l'exclusivité pour un pays ou bien des maisons d'édition de l'édition dans leur pays. Autrement dit, la capacité à produire en quantité et en qualité suffisante des œuvres qu'on peut commercialiser, qu'on peut vendre à l'intérieur du pays, mais également à l'extérieur du pays. Donc si on arrive à ce niveau-là, on peut véritablement parler de souveraineté éditoriale. Par rapport à l'état des lieux, je crois que tout ce qui manquait au Sénégal, c'était la rentrée littéraire. C'était le seul, à mon avis, maillon qui manquait à la chaîne. Sinon, on a tout réussi depuis 1960. Avec le Festival mondial des arts nègres, avec la création des NEA. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, Madame la Présidente, avec de nombreuses maisons d'édition, même à l'intérieur du Sénégal. Je crois qu'il faut s'en féliciter. Je crois que inutile de rappeler que la création d'une maison d'édition obéit à des normes. Et que toutes les maisons d'édition aujourd'hui qui sont au Sénégal ont respecté ces normes-là. C'est là extrêmement important. Et il faut le dire. Amadou Sall disait que la souveraineté éditoriale, ce n'est pas s'isoler. Mais c'est également ne pas tendre la main. Mais je dis que la souveraineté éditoriale, ce n'est pas également l'accaparement. C'est-à-dire que l'édition soit confinée ou bien récupérée entre 2 ou 3 maisons d'édition. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on édite à Saint-Louis, on édite à Vélingara, et des ouvrages de qualité. Parce que nous éditons, nous publions, nous imprimons à ILP. D'autres impriment ailleurs. Je ne sais pas si on peut nous amener quelques ouvrages, qu'est-ce que c'est pour montrer le travail de qualité qui se fait. Et nous, les gens se sont formés, contrairement à ce que l'on pense. Des gens ont fait des formations au Maroc, au Bénin, etc. Et d'autres se forment en ligne, ce qu'on appelle l'auto-formation. Nous allons faire des stages au niveau de l'Armata. Nous discutons, nous échangeons. Et mieux, nous faisons aujourd'hui, nous, ce que beaucoup de maisons d'édition classiques ne font pas, c'est-à-dire éditer un ouvrage et s'en arrêter là. Non? C'est là qu'est née l'histoire de Biblio-Vélo. Biblio-Vélo, c'est ce petit livre-là qui un jour me dit, je suis à l'étroit dans ta bibliothèque, ta librairie, il faut m'amener dans les écoles. Donc, nous avons fait ce qu'on appelle des activités innovantes de lecture. Parce que le livre, il parle. Le livre, il aime sauter. Le livre, il est comme un papillon. Il faut le faire vivre, il faut le faire parler. C'est ça, Biblio-Vélo. C'est cette bibliothèque-là, à vélo qui pédale, qui va vers donc dans les écoles. Donc, on en reviendra sur les perspectives, sur les propositions, pour dire que nous nous portons bien. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une diversification de l'offre éditoriale. Moi, j'ai édité à l'Harmattan Le secret d'une plume. J'ai publié à l'Harmattan Nangué, l'As de la Renaissance. Mais l'Harmattan ne peut pas publier tous les auteurs du Sénégal. Combien de manuscrits dorment dans ce pays-là? Nous avons édité avec l'édition Sofal Le Vieux Ogombalo. Le Vieux Ogombalo, qui a été regard sur le Fouladou. Mais n'eût été les éditions Amin Sofal, n'eût été les nouvelles éditions du Fouladou, ces gens-là n'allaient jamais être édités. Parce que ce n'est pas facile de quitter Vélingara, le Kolda, pour venir être édité à Dakar. Donc c'est ce travail-là qu'il faut saluer. C'est ce travail-là qu'il faut encourager. Et je félicite mon frère Diallo que de le dire. Il ne faut pas que les gros poissons mangent les petits poissons. Il faut les encadrer. Nous reviendrons par rapport aux perspectives. Merci Gorkodo. Madame Aminata Sy, en tant que présidente de l'association, j'ai une question assez particulière à vous poser. On sait que depuis quelques années, l'association sénégalaise des éditeurs s'est fortement engagée dans le volet formation pour les éditeurs. D'abord formation pour les manuels scolaires, formation sur les langues nationales. Pouvez-vous nous faire un état des lieux par rapport à ça? Merci. Bonjour. J'en profite pour renouveler mes remerciements
à toute l'assistance, surtout la présence massive de tous les éditeurs. Et même les éditeurs sont venus donc du sud, comme Gorkodjo, Abdourahmane Diallo, les éditeurs donc, de Thiès, Ousmane Gaye et Moustapha Ndéné, à qui je renouvelle mes félicitations parce que quand même il a eu un beau salon. Je remercie le professeur Alfassi aussi qui est venu de Saint-Louis. Vraiment aussi nous sommes gâtés. Voilà. Donc pour répondre à la question de Fatoussi, je crois que les éditeurs qui m'ont devancé ont bien posé le problème. Bon, l'association des éditeurs donc, a été créée depuis 1999. Donc ça nous fait 25 ans de présence. On est là, on est ensemble. Comme je l'ai tantôt dit, les précédents ont créé cette maison d'édition, les nouvelles éditions africaines. Ce n'est pas une seule maison d'édition, mais après il y a eu beaucoup de maisons d'édition. Aujourd'hui nous sommes une quarantaine. Donc on s'est réunis dans cette association pour essayer donc de régler nos problèmes, d'être solidaires entre nous et essayer de l'aller de l'avant. Je crois que c'est une très bonne chose parce que, comme Gorkodjo vient de le dire, il faut de la formation. Nous, au début, on a eu de la chance. Il y avait la francophonie qui avait donc, nous avait octroyé une bourse avec le CAFET en Tunisie. La plupart des pays africains donc, ont eu cette formation d'édition en Tunisie. Après 20 ans donc, de formation, l'école est fermée, l'école d'édition. Maintenant, donc, nous sommes ici donc, en Afrique, au Sénégal. Donc, on s'est retrouvés entre nous en association. Dans tous les pays, il y a une association d'écrivains, une association d'éditeurs. Mais il faut que maintenant qu'on se forme quand même. Comme on vient de le dire, il y a les grands éditeurs. Les petits, même pas, il n'y a pas de petits, mais ils sont là, ils viennent d'arriver, ils doivent apprendre. Parce que quand même, il faut être professionnel. L'édition, c'est pas du n'importe quoi. Il faut être professionnel parce que les éditeurs sont des entreprises, c'est des entreprises commerciales qui produisent le livre et qui le vendent et qui cherchent des rentables parce que nous avons une entreprise, nous avons des employés à payer, donc nous avons le fisc, nous avons beaucoup de choses à faire donc, pour réussir notre mission. Et comme vous le savez, le livre c'est un produit vraiment très très difficile à vendre parce que c'est le livre de l'esprit, c'est pas des bonbons ni du riz. Et quand j'ai écouté même l'émission de Moroba hier, donc dans Kenkeliba de RTS, il y a un gars qui l'a interpellé, lui dire que bon, écoutez, il faut d'abord manger d'abord, hein, la conjoncture économique, manger d'abord avant de lire. Voilà, donc c'est ça. Nous sommes confrontés en Afrique donc à beaucoup de problèmes hein, et qui sont des obstacles à la lecture. Donc, mais quand même, le livre a un prix. Le livre, on ne peut pas donner le livre. Le livre a un prix parce que c'est une chaîne. Comme je l'ai dit, il y a le tapisserie qui passe chez la maison d'édition. Hein, il y a tout un travail éditorial à faire. Avant d'aller vers l'imprimerie, il faut payer. Et après l'imprimerie, maintenant, c'est les libraires, c'est la diffusion, la distribution. Et tout ça, c'est un coût. C'est pourquoi donc il faut essayer de vendre ce livre à un coût pour avoir une marge bénéficiaire pour rentabiliser l'entreprise. Ce qui n'est pas le cas. Actuellement, on est en état des lieux, mais il faut le dire, la situation n'est pas très très rose. Je vais donner l'exemple des nouvelles éditions africaines. Nous sommes en crise. Pourquoi? Parce qu'au début, ça marchait bien. Pourquoi? Parce que le premier président avait créé cette maison d'édition, mais il nous avait donné le monopole du marché scolaire. Avec la sous-région, on avait le monopole parce qu'on avait un même programme éditorial. On approvisionnait la sous-région, le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire, etc. Et ça marchait très bien parce que c'était rentable. Et maintenant, malgré ça, ils subventionnaient aussi la littérature africaine. Parce que comme vous le savez, l'Afrique, on n'a pas la culture du livre. Hein. Ce n'est pas comme en Europe où on lit partout. Donc, à la fin du mois, vous allez acheter du riz, mais après, vous allez en librairie acheter des livres. Ce n'est pas le cas. Donc, il faudra aussi, dans ça, que l'État nous accompagne. Donc, pour être rentable, c'est pourquoi je l'ai lancé dans les appels, pour jouer avec la préférence nationale. Pour nous, maintenant, les temps ont bien changé parce qu'il n'y a plus de monopole. Il y a la Banque mondiale, les appels d'offres et tout, qui sont vraiment... il y a beaucoup de problèmes pour les appels d'offres, etc. Comme vous le savez, il y a les maisons ouvertes, il y a les maisons d'édition étrangères qui sont là, et nous sommes là. Bon, il y a les conditions vraiment très difficiles pour y participer. Et en fin de compte, on a perdu ce marché. Et depuis lors, on n'arrive pas donc vraiment à bien jouer notre rôle d'éditeur. Bon, pour répondre aux questions de Fatou, depuis qu'on a l'association, quand même, on a eu de la chance d'être accompagné. On travaille beaucoup maintenant avec l'éducation nationale, avec un partenariat.
avec les projets de quelques partenaires financiers. On a commencé avec le PIEPS, avec le Canada, pour quand même essayer, il y a la formation pour bien maîtriser les techniques de l'édition. Comme vous le savez, le curriculum a changé, il faudra donc apprendre une autre manière d'écrire. Donc après le PIEPS, on travaille maintenant avec l'USAID sur le programme Lecture pour tous. Là aussi, c'est vers les langues nationales. Et depuis, nous avons beaucoup de formations au niveau, dans le programme renforcement des capacités. On travaille des experts donc, pour bien maîtriser aussi les techniques pour l'écriture en langue nationale. Et maintenant aussi, nous allons vers le MOEPS. Comme vous le savez, c'est le modèle harmonisé de l'enseignement en langue bilingue. Donc maintenant, on va aller vers les langues nationales et la langue française va devenir une seconde langue. Donc je crois que cette souveraineté, quand même, on va bientôt l'avoir. Parce que quand même, depuis, quand même, ça va, il y a le chemin. Et maintenant, si on aura vraiment les langues nationales dans le système éducatif, je crois qu'on aura une souveraineté éditoriale totale. Maintenant, ce qu'il faut quand même qu'on resserre les rangs, comme je l'ai dit, comme Diallo l'a dit dans l'association. Nous sommes des entreprises libres, chacun a sa société, mais dans l'association, nous sommes tous ensemble. Il faut qu'on soit solidaires entre nous, essayer d'être professionnels aussi, comme on l'a dit, parce que l'édition, c'est très important. C'est la culture, donc c'est l'éducation, surtout les ouvrages scolaires. Heureusement qu'on a l'INEAD qui est là, le directeur, M. Diop qui est là, on le salue de passage, on le remercie beaucoup, vraiment qui est là pour... ils ont un regard sur donc, le curriculum, sur les ouvrages scolaires, et ils valident donc les manuscrits. Donc maintenant, il faut à nous maintenant, éditeurs, de jouer ce rôle, d'être solidaires, d'être professionnels, et puis maintenant, après, aller maintenant vers les gouvernants et leur parler sur tous les problèmes qu'on ne peut pas résoudre, comme le problème d'alphabétisation qu'on vient de dire, et puis aussi le manque d'infrastructures de lecture. Comme vous le savez, auparavant, nous, on avait les bibliothèques. Le mercredi soir, on allait dans les bibliothèques municipales, dans les bibliothèques scolaires, mais maintenant, on n'a plus ça. Il faut quand même développer ces infrastructures de lecture. Bon, le livre a un coût, il faut quand même qu'on ait quand même des bénéfices pour être rentable, mais il faut que l'État quand même essaye peut-être de subventionner ce secteur. Parce que quand même, après 60 ans d'indépendance, si on se retrouve à l'ouverture des classes avec des enfants qui n'ont pas de fourniture scolaire à cause du prix du livre, vraiment, c'est la catastrophe. Donc, quand on est solidaire et qu'on va vers les gouvernants, je crois qu'avec notre plaidoyer, ils vont essayer donc de nous aider. Donc, de toute façon, on a espoir que, depuis que le président a parlé donc, de ce forum au mois de juin, je crois qu'au mois de juin, on aura l'occasion de poser tous nos problèmes. Et après cela, peut-être qu'il y aura des solutions, donc vraiment pour bien structurer nos entreprises. Et en tout cas, avec la souveraineté, nous voulons vraiment une vraie industrie du livre au Sénégal. Et cela est possible, parce que quand même, les livres étaient importés. Mais maintenant, on a suffisamment de professeurs de philosophie, de mathématiques, de toutes les matières qui sont là, qui peuvent donc concevoir ces ouvrages. Et il y a les imprimeurs qui sont là pour fabriquer les ouvrages, il y a les libraires. Il faut quand même retrouver cette souveraineté pour quand même qu'on ait une vraie industrie du livre du Sénégal et participer au développement économique et social du pays. Je vous remercie de votre attention. Doyen Issakha. Monsieur Issakha Gueye est consultant en manuel scolaire, ancien chef de service de la division des manuels au niveau de l'INEAD, ancien coordonnateur du programme de renforcement de capacité de l'ASE, ancien conseiller pédagogique du programme LPT, Lecture pour tous de l'USAID. Maintenant, Monsieur Gueye, je fais d'abord un constat, ensuite je reviens vers vous pour une question. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un document qu'on appelle un document sur la politique nationale du manuel scolaire et du matériel didactique en partenariat avec l'ASE. Et dans ce document, un certain nombre de recommandations a été édicté. Entre autres, un allègement des conditions financières. Par conditions financières, c'est les garanties de soumission au marché, que ce soit
la garantie de soumission ou bien la garantie d'exécution au niveau des marchés publics, un accompagnement au niveau de la fiscalité, la mise en place aussi d'un projet de loi sur le livre que le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des collectivités locales et le ministère de la Formation et de l'Enseignement supérieur vont porter. Maintenant, moi, ma question pour vous, M. Gueye, est de savoir, en tant que consultant, quelles recommandations nous donneriez-vous en tant qu'éditeur pour une impulsion de l'édition nationale? Merci, Fatou. Et bonjour aux participants et à tous les membres de l'ASE. Je commencerai, avant de donner des recommandations, de un peu dire que le concept de souveraineté en édition, moi, ça me pose quelque part un problème. Ça me semble trop être un slogan du bout des lèvres, mais qui ne colle pas à une réalité réelle, palpable, concrète. Pourquoi je réfléchis comme ça, c'est que quand on interroge l'édition scolaire, il faut d'abord qu'on s'entende sur le champ sémantique, j'allais dire, ou conceptuel du mot édition et scolaire. Parce que pour beaucoup, dès qu'on parle d'édition scolaire, on pense au manuel scolaire. Le manuel scolaire est un élément de l'édition scolaire, mais le champ éditorial scolaire est plus vaste que ça. Je pense déjà, on a parlé de la nécessité de développer la lecture. Mais le développement de la lecture est ombilicalement lié au développement de la production littéraire enfantine surtout, et la promotion de la lecture. Or, sur ce plan-là, il y a énormément de problèmes et de défis à régler. La première recommandation, pour aller très vite, mais inspirée par la réaction à Kermassar. C'est la banlieue, moi j'habite Kermassar. Je me promenais, j'ai vu un vendeur de livres par terre. Quelqu'un demande, le livre là, ça coûte combien? Le gars lui dit 4000, mu ne ah, kooku njëgu ginaar la. Oui, je ne sais pas s'il est sérère ou alpulaar, mais sa réponse c'est éminemment instructif. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça explique déjà pourquoi, M. Diallo l'a dit, le périmètre des bibliothèques, les libraires, pardon, s'arrêtent dans les grands centres urbains. Si on sort de Dakar, de Thiès, on ne voit plus de réseau de bibliothèques. C'est parce que c'est ombilicalement lié à un pouvoir d'achat. Et l'éditeur, quoi qu'on dise, c'est un entrepreneur, c'est un commerçant. Le commerçant ne s'installe que là où il y a un acheteur. Ça, c'est des réalités qu'on ne peut pas changer. C'est pourquoi moi, je voudrais ramener la question, c'est ma première recommandation, à une compréhension beaucoup plus simple. Que faire pour l'accès des éditeurs au marché scolaire? C'est la première question, de manière concrète. Pourquoi? Parce que le scolaire dans nos pays, où le pouvoir d'achat, l'acheteur pense au poulet avant de penser au livre, mais c'est le marché scolaire qui constitue l'oxygène, à mon avis, de développement de l'édition scolaire. Quand on n'y accède pas, c'est difficile de prospérer en tant qu'éditeur. La deuxième recommandation, c'est un rappel. Le rappel, c'est lié au nombre d'éditeurs. L'association en compte 40. 40 42. Il faut préparer le 43e et le 44e, parce que j'en connais qui demandent une audience auprès de la présidente. Et l'analyse, les expériences passées ont révélé que les éditeurs, individuellement pris, ont un problème de compétitivité par rapport à la nature des marchés qui arrivent. Ils ont ce problème. À l'heure actuelle, moi, je suis au courant au moins de très grands marchés scolaires qui arrivent et je me dis au départ que les nationaux vont être éliminés.
Parce que quand un marché vise près d'une dizaine de millions d'élèves, mais la capacité financière pour affronter un tel marché, elle n'est pas simple. C'est difficile à une entreprise qui n'a pas les forces financières d'aller compétir. Donc moi, en ramenant le problème, substituant la problématique, en atténuant un peu l'idéal de souveraineté, je vous recommande de travailler sur ces deux leviers. La compétitivité et l'accès. La compétitivité et l'accès. Parce que le manuel, l'ouvrage scolaire qui marche le plus, je ne veux pas faire de publicité. Moi, je ne vois pas d'ouvrage qui, sans marcher, à lui seul, par son dynamisme, pénètre le système scolaire. C'est difficile de voir un ouvrage aussi pénétrant que Bled. On l'achète partout. Et Bled n'est pas le produit d'un national. Vous voyez que sur ce plan-là, la qualité des produits, ça compte. Et c'est un champ de bataille que M. Diallo l'a dit. Et une fois dans un panel de l'ASE, il y a des universitaires de l'EBAT qui avaient soulevé une question extrêmement importante. Ils disaient qu'ils notent que dans des livres destinés à l'école, on note des fautes. Beaucoup de fautes. C'est un problème, ça. C'est un problème très sérieux. Donc, la compétitivité, c'est un champ qu'il faut investir avec toutes les exigences qu'il faut pour réussir dans ce champ. C'est technique. Deuxième recommandation, c'est que j'ai l'impression que l'ASE a fait beaucoup d'efforts. Il faut le saluer. Le ministère en a fait. Mais jusqu'ici, les choses ne bougent pas. C'est l'impression, la grande impression que j'ai. Pour que les choses bougent, il faudrait qu'avec les nouvelles autorités, aller faire des propositions très concrètes et des propositions dictées par le vécu, notre vécu expérimental institutionnel. L'expérience la plus portante, la plus féconde vécue en édition scolaire pour introduire les nationaux, c'est l'expérience ATAMD portée par l'INEA. Approvisionnement durable en matériel didactique. Pourquoi? Parce que le fonds était là et il y avait une décision officielle d'accompagner les éditeurs à accéder à ce fonds. Si on continue dans la même logique, par exemple, critère Banque mondiale, mais il va être extrêmement difficile d'amener la Banque mondiale à faire des appels qui favorisent le national parce que la Banque mondiale travaille sur des fonds internationaux. Ça va être extrêmement difficile. Par contre, par rapport au budget d'État, le BCI, il est possible de discuter avec les autorités actuelles. Donc, première recommandation, chercher une audience avec l'autorité et montrer-lui que pour que les maisons d'édition se développent, il faudrait un accès aux scolaires. Et pour accéder aux scolaires, il faut revisiter la ligne éditoriale BCI sur l'édition scolaire, qui est une ligne depuis 20 ans. Je le disais, monsieur le docteur de l'INEAT, l'autre jour au ministère, je lui ai dit que depuis que j'étais au ministère, cette ligne dépasse rarement 2 milliards. Alors que la population élève gonfle. En rencontrant l'autorité, négocier la révision de ce budget pour que chaque année, que l'État puisse acheter des ouvrages produits par les éditeurs nationaux. Ça, c'est une proposition très concrète. Deuxième chose, proposer à l'État, c'était un des objectifs de ATAMD, mais il faut de façon optionnelle ou officielle un engagement pour développer un réseau de bibliothèques scolaires. C'est une aberration dans un système où on vise la qualité et les élèves ne lisent pas. On sait l'adage que quand la lecture prend froid, les autres disciplines claquent des dents. Et ce problème-là ne peut pas être résolu. J'ai vu que beaucoup d'éditeurs font des efforts pour produire et vendre, mais le meilleur chemin, le plus rapide, c'est qu'annuellement,
qu'on sache qu'il y a un budget national. C'est une politique de développement des réseaux scolaires de lecture sur l'étendue du territoire national. Ça c'est d'ailleurs la voie de la souveraineté, c'est de réussir l'éducation de nos enfants. C'est la voie la plus sûre. Il faut dire à l'autorité, il y a un manque. Et sur ce point, la proposition que je vais faire, il faut un travail en synergie entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation. Parce que c'est un problème qui interpelle à la fois la culture et l'éducation nationale. La deuxième chose, c'est que au moment où on révise, on ne révise pas, hein, autant que je m'en souvienne, il y a un texte déjà pour la politique du livre au ministère de la Culture. C'est en cours. C'est en cours. Avant de signer ça, la proposition que je veux faire, moi je voudrais un travail en synergie avec le ministère de l'Éducation. Parce que je vois mal en parallèle deux textes politiques coexister. Là, le document de politique du manuel scolaire qui va coexister avec le document de politique du livre. C'est le moment, la proposition que j'avais faite ailleurs au ministère, de rencontrer l'INEAD et de faire un travail technique avec l'INEAD, le ministère de la Culture, pour qu'on ait un seul document de politique qui intègre la problématique de l'édition scolaire et qui assure l'entrée, l'accès des éditeurs nationaux au marché du scolaire. Ça c'est une bataille. Mais si on commet l'erreur de publier ce texte et de dresser le document de politique, il y a des télescopages qui vont créer des blocages. C'est une autre recommandation. Une quatrième ou avant-dernière recommandation, c'est que toutes les expériences qu'on a vécues par le PIEPS, par l'USAID, c'est des études, hein, la proposition n'était pas sortie comme ça de l'air. Il faut aller affronter les marchés de l'édition en consortium. Parce que isolés, les éditeurs n'ont pas la compétitivité qu'il faut pour affronter les colosses du niveau international. Oui. Et parce que pour acheter un manuel scolaire, mais un manuel peut être produit par une multinationale étrangère, mais tous les auteurs, réviseurs et tout peuvent être de notre système éducatif. On ne peut pas dire que le manuel n'est pas adapté. Il peut être adapté. Donc pour réussir cette compétitivité, il faut aller affronter ces marchés à travers des consortiums. C'est la meilleure façon d'être solidaire. Parce que les marchés que je vois venir dans le scolaire, c'est des marchés extrêmement costauds. Et isolés, les éditeurs ne peuvent pas remporter ces marchés. Il faut aller en groupe. La dernière recommandation, c'est un peu lié au suivi. J'ai l'impression que les Olovignonan, Sotyantal, Nit, dafa wara toujours boo nekkee ci mbir taxawaayu Sotyantal. Sotyantal foo ko fekk benn tànk bi banku na bu gisul lu mu xamul rek tëb na. Alors ça je l'ai dit plusieurs fois aux éditeurs, c'est ce que les étrangers ont, les multinationales. Ils ont le flair extrêmement développé et ils ont cette posture de Sotyantal. À l'heure actuelle, le Sénégal est en train de réviser tous les programmes scolaires, du préscolaire à l'enseignement secondaire, à la terminale, dans toutes les disciplines. Imaginez ce marché. Mais est-ce que, pédagogiquement, les éditeurs nationaux sont en train de suivre? Parce qu'en suivant la réforme, à un moment donné, l'éditeur peut faire des travaux d'anticipation. Mais s'il est surpris, s'il ne suit pas, il est surpris, c'est la première condition d'échec de perdre un marché. L'autre volet sur lequel il faut s'appesantir, c'est une recommandation. Dites ça aux autorités. Dites aux autorités que la ligne budgétaire attribuée au manuel scolaire, c'est un fourre-tout. On vient dire que c'est temps. Moi, j'ai discuté dans une étude que le ministère avec l'INEAD m'ont confié.
j'ai discuté avec l'ex-directeur du budget. J'ai demandé à rencontrer les tenants du budget actuel, mais l'ex-directeur qui a tellement duré, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je lui ai dit que ça, depuis des années, c'est plafonné presque. Et ça ne répond pas aux problèmes, aux besoins de l'école et des éditeurs. Est-ce que c'est possible de faire une révision? Il m'a dit que c'est absolument possible. Les techniciens des finances n'attendent que la note technique, l'argumentaire technique pour aller dans le sens du développement national. Et il est possible de gonfler cette ligne. Donc, recommandation, faites une note technique, proposez ça au ministre pour que le ministère des Finances révise à la hausse la ligne budgétaire affectée au manuel, mais pas de façon... actuelle, juste pendant des décennies, cette ligne est un... On donne un total, on dit c'est les manuels scolaires. Mais dans les manuels scolaires, il y a beaucoup de choses. Il y a la philo, il y a la lecture, il y a l'arabe. Il y a une année, je m'étais en représentant le directeur de l'INEAD, en haut lieu, j'avais proposé, mais de façon claire et nette, que le ministère dégage une ligne officiellement dédiée aux ouvrages en langue nationale. C'est la meilleure façon de développer les ouvrages en langue nationale. Mais c'est des arbitrages. Donc dites que dans ce budget, il faut des nomenclatures, une nomenclature pour développer la lecture de jeunesse, une nomenclature pour développer la production en langue nationale, une nomenclature dédiée aux éditeurs scolaires, et je propose 50%. Avec 50%, je pense que l'éditeur va souffler. Merci. Merci beaucoup. La parole est au public maintenant, juste pour rappeler que compte tenu du temps, on a une contrainte de temps. On peut prendre que 15 minutes. Qui souhaite intervenir? Encore des félicitations renouvelées pour l'organisation, cette organisation, en particulier les dames, Dame Aminata Sy. Je crois que l'anecdote avancée par Abdoulaye Diallo est assez révélateur. C'est-à-dire de là où les éditeurs sont partis et jusqu'à aujourd'hui. J'avoue que vous avez parlé de beaucoup de difficultés, mais je vous félicite vraiment. Parce que je me rends compte, en tant que militante, en tant que cheikhantaïste, que le secteur de l'édition est aussi un champ de bataille, un champ de résistance culturelle pour ne pas dépendre toujours de l'ancien colonisateur. Et c'est en cela que je vous félicite. Cependant, j'ai participé, ma première question c'est: à quand un salon du livre national sénégalais tel qu'on l'a vu, Abdoulaye, en Algérie, avec toute sa grandeur, comme vous disiez, 1 million de visiteurs, ou les 72 heures de Conakry. Vous avez évoqué aussi plusieurs défis, mais il y a un défi que je n'entends pas. Madame Sy disait que en Afrique, nous n'avons pas la culture de la lecture. Bon, bien qu'il faudrait nuancer cela parce que les gens aiment lire. Mais aujourd'hui, on fait face à une difficulté, c'est que les jeunes ne lisent plus dans les livres, ils lisent à travers les tablettes. Alors, comment vous, éditeurs, allez-vous relever ce défi-là? Je vous remercie et vous félicite encore. Bonjour à tout le monde. C'est d'abord des mots de remerciement. On ne peut pas quitter Saint-Louis pour Dakar et ne pas dire merci à ceux qui nous ont invités. D'autant plus que Dakar pense rarement aux régions et quand vous le faites si bien, on est content, on vous félicite. Vous direz aussi qu'il est évident que l'édition suppose le marché, comme l'a dit Ndiaye. Mais je crois que pour être éditeur au Sénégal, il faut être militant. Et j'ai la chance de fréquenter des militants que vous êtes. Que ce soit l'édition Nara, vous venez à Saint-Louis avec des moyens difficiles, mais je sais que vous avez mis en avant l'amour du livre. Les Naya à l'époque nous permettaient de prendre de l'argent et de payer après les livres, ça c'est de la générosité. Évidemment, Abdoulaye Diallo, c'est mon éditeur. Non seulement il me permettait de vendre des livres, mais il tenait lui-même à être présent à Saint-Louis. Je crois que c'est très important. Maintenant, je crois que la maladie dont vous souffrez est celle dont souffrent la presse et les partis politiques. Vous êtes trop nombreux. Quand on prend un marché de moins de 8 millions, vous êtes 40 éditeurs et plus.
Mais comme l'a dit Ndiaye, mais vous ne pouvez pas gagner de marché. Il faut vous organiser pour aller ensemble, séparez-vous, mais frappez ensemble. Ça, c'est important. L'autre aspect de la question, on est acteur du livre, mais vous n'êtes pas regardant sur la vie des auteurs. Et on me balance une phrase que je n'aime pas. Oui, on n'est pas pour s'enrichir. Mais comme il y a un minimum. Moi, j'aime quand je rentre à la maison, que les enfants sachent que papa, il donne poulet, il donne fruits, parce que il y a un livre. Donc vous lancez votre livre, vous n'avez pas un sou dans votre poche. Au cas où l'éditeur réussit à décrocher à la DLL 3 millions, mais qu'il consacre 2 millions à l'édition et qu'il dise à l'auteur, mais 500 000, mais on ne vous voit pas. Pensez à ça. Je vous remercie. Donc, je m'appelle Alioune Badre Diop, je suis le directeur de l'INEAD, l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation. Et aujourd'hui, je considère que je suis entouré de 1000 feux, parce que j'ai retrouvé mes anciens professeurs. M. Si n'a pas été mon professeur de philo, mais il gérait la classe d'à côté, au lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall à Saint-Louis. C'était en 86, je pense. C'est M. Mbouet qui était notre prof. J'ai retrouvé également des doyens, un de mes formateurs à la FASTEF, inspecteur Diao Faye, ici présent, mon ami écrivain Sam Ndiaye, mon ami Fodé, Maïssa Mati, voilà, Maïssa Mati Ndiaye, excusez-moi. Le doyen Fodé est véritablement tous les membres de l'AES, parce que l'AES est un partenaire stratégique du ministère de l'Éducation nationale. Et je pense qu'à travers les exposés de tout à l'heure, vous avez mis le doigt sur vos problèmes. Et en tant qu'institutionnel, je vais essayer de tenir un discours institutionnel. Lorsque je suis allé à l'INEAD, ma première sortie a beaucoup dérangé. Parce que je leur ai dit qu'il n'y a pas de politique du manuel, mais nous avons un document. Prenez le document de politique du manuel. Ce n'est ni accompagné de décret, c'est un document qui n'a pas été partagé en Conseil des ministres, ce qui fait que les engagements inscrits dans ce document, pour moi, n'engagent pas l'État. Et la preuve, présentement, depuis 2022, les agréments sont épuisés. Et depuis 2023, j'avais écrit aux directions pédagogiques concernées pour signaler le fait. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, comme vient de le dire notre doyen Issaha, il faut considérer le manuel comme un outil fédérateur et essayer de mobiliser toutes les ressources autour du manuel. Il n'y a pas que des ressources au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Les collectivités détiennent une partie des ressources de l'éducation. Il y a une partie au niveau de la culture. Et je pense que dans le cadre de la mise en synergie des textes ou autres, il faudrait aller vers un document robuste qui sera soumis aux nouvelles autorités. Et puisque vous mettez le doigt sur la souveraineté, c'est leur option. Il faut vraiment faire un plaidoyer à ce niveau. Et sur le terrain, moi j'ai reçu une mission de la JICA qui m'a dit que les manuels ne sont pas utilisés. Et immédiatement, j'avais dit au chef de la division études et recherche, il faut mener une recherche sur la question. Est-ce que les manuels répondent aux préoccupations des enseignants, des utilisateurs, élèves comme enseignants ou parents? Parce que généralement, même moi, pour prendre les agréments, parfois j'hésite. Il m'arrive même de retarder la décision simplement parce que, en lisant les rapports, j'ai quelques difficultés. Qui élabore les manuels? Qui produit? Est-ce que, tout à l'heure, vous avez parlé de chaîne du livre, est-ce que toute la chaîne a été respectée? Je pense qu'en amont, le minimum, c'est d'avoir des cahiers de charges précis. Des cahiers de charges alignés sur les options du ministère. Je parle pour le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que les produits sont alignés sur les options du ministère? Il y a 2 ans, j'ai essayé de porter un combat pour les éditeurs parce qu'il y avait une expérimentation et la plupart des productions étaient confiées à une ONG. Et j'ai dit en pleine réunion, ça, ce n'est pas aligné sur l'option du Sénégal. Parce que l'État a libéralisé, il faut donner les mêmes chances à tous les éditeurs. Mais lorsqu'ils se sont rapprochés des éditeurs, il n'y avait pas de produit. Il n'y avait pas de produit. Et c'est l'année dernière qu'on a eu à recenser un lot important sur la base duquel on a eu à travailler à l'INEAD pour décerner quelques agréments. Je pense donc que si vous voulez viser la souveraineté, il faut d'abord vous aligner sur les options. Et les options, comme vient de le dire Issa, il y a un bouillonnement présentement au niveau du ministère de l'Éducation
on parle de révision des curricula, on parle de numérique, on parle de beaucoup de choses. Je pense qu'il faut intégrer le dispositif et essayer de faire un plaidoyer. La question des langues, ils disent que c'est irréversible. Donc il faut aussi que les éditeurs essaient d'avoir des experts dans le domaine des langues. Parce que même moi, en tant que directeur de l'INEAD, aujourd'hui, pour conduire des évaluations, il m'est arrivé récemment de conduire une évaluation pour la Banque mondiale au niveau des académies de Sédhiou, Ziguinchor et Thiès. Mais j'étais obligé de créer un site de formation à Ziguinchor et à Sédhiou parce qu'il n'y avait pas de locuteur Diola, Mandeng au niveau de l'ENEAD. Je les ai pris sur place. J'ai mobilisé des formateurs. Ils sont allés là-bas et on a maintenu un groupe à Dakar pour les langues Wolof, Pulaar et Serer. Pour dire donc que, en conclusion, il faut véritablement déconstruire, en tout cas, déconstruire ce qui se fait actuellement, essayer de s'aligner et avoir une vision prospective. Merci. Merci Fatou. Moi, je crois que M. Diop et Issara ont déjà campé le débat, hein, parce qu'on parle ici de livres scolaires. Et quand on parle aussi de souveraineté, c'est de s'approprier l'espace là où on doit s'exercer. Et la question que je pose, peut-être à l'association et à moi-même, est-ce que nous avons tous les cadres qui nous permettent d'y aller? Parce que tantôt on a parlé il y a une pléthore de maisons d'édition, et moi je suis pour, hein, et je vais défendre cela. Je suis pour que les gens créent des maisons d'édition, des entreprises. Parce qu'une entreprise qui est saine va continuer à travailler. Quand elle n'est pas saine, elle va simplement disparaître. C'est comme ça la loi. Donc, quand on parle de cadre, il nous faut la loi sur le livre déjà. Je crois que, si je comprends bien, la direction du livre, le ministère de la Culture, est en train de faire la rédaction de cette loi, qui va être circularisée pour permettre vraiment qu'on ait une charte. Parce que ce qui manque aussi à l'association des éditeurs, c'est la charte qui définit la profession. Parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui sont arrivés récemment et qui doivent être formés. Et c'est important. Notre rôle, nous les devanciers, c'est de les former pour que l'espace soit beaucoup plus grand, pour que l'espace ait un écho par rapport aux autorités. Parce que là, on doit parler avec les autorités. Parce que le président de la République a fait une sortie, et nous l'avons tous entendu, en parlant du forum, du livre. Ça, c'est vraiment une main tendue. Et ce ne sont pas ces autorités qui vont mettre un contenu dans ce qu'ils veulent. C'est à nous de le faire. C'est à nous de nous organiser. De faire que ces gens-là, quand ils vont nous appeler, qu'ils trouvent quelque chose dans le bol, simplement. Et là où nous sommes, nous devons travailler vraiment. Et cette rentrée littéraire est vraiment un prétexte pour resserrer les rangs et pour aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est de réfléchir avec les cadres. Si on reprend la notion d'édition scolaire, je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs, ou quelques éditeurs quand même, qui ont commencé depuis l'ATA-DMD. Ça fait très longtemps. Et à chaque fois qu'un projet s'épuise, on recommence. Je crois qu'on doit interpeller aussi le ministère de l'Éducation, s'asseoir, peut-être comment, je ne sais pas, mais qu'on devrait aller, on l'a déjà fait, mais cette fois-ci, avec les nouvelles autorités, peut-être, on peut avoir une chance de s'asseoir autour d'une table et de dire nos besoins. C'est à nous d'exprimer nos besoins. Parce que nous sommes des partenaires dans ce développement, nous sommes des partenaires qui peuvent vraiment apporter de la valeur ajoutée. Parce que nous sommes des industries, nous sommes des entreprises. Merci. Alors, non, moi j'ai un petit problème. C'est que il y a des gens qui investissent le marché de la commercialisation d'ouvrages pédagogiques. Et c'est des ouvrages qui sont labellisés et qui sont destinés à une certaine communauté. Donc c'est des ouvrages qui sont destinés à des niveaux scolaires, mais selon toute vraisemblance,
Donc on force les élèves à lire ces livres-là. Alors que je ne pense pas que ces gens qui proposent ces ouvrages aient l'assentiment, n'est-ce pas, de la hiérarchie, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un semblant de désordre dans l'occupation de l'espace scolaire, en termes, en tout cas, de production pédagogique, quoi, de manière scolaire? C'est-à-dire, il me semble qu'il y a vraiment, voilà, un semblant de désordre, quoi. Chacun propose les manuels qu'il veut en mettant son label. Et ça, pour moi, c'est un problème, quoi. Il faut vraiment y réfléchir. Vous venez dans certains établissements, on vous dit que nous, les manuels avec lesquels on travaille, c'est ça. Vous allez ailleurs, c'est autre chose. Et ça, c'est très compliqué, quoi. En tout cas, moi, je n'y comprends pas grand-chose. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi cela. Et je pense que ma question est essentiellement adressée à monsieur. Il faut que vous m'expliquiez, quoi. Voilà. Merci. Bonjour à tout le monde. Et vraiment, je vous remercie de nous avoir invités. Je remercie M. Cissé. Moi, je me nomme Aïssata Niang. Je suis enseignante spécialisée à l'INEFJA, Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès. Donc, nous sommes là, au moins pour venir contribuer, apporter notre contribution et aussi notre cri de cœur. Parce que nous encadrons des enfants non-voyants qui sont toujours laissés en rade. Et votre thème, c'est la souveraineté littéraire. Mais est-ce que cette souveraineté littéraire, elle est effective? C'est ce que je demande. Est-ce qu'elle est effective? Parce qu'il y a une marge de la société qui est laissée en rade. Vous écrivez pour les enfants voyants. Et nous, les nôtres. Et nous, les nôtres. Ils ne lisent pas vos œuvres. Et à ce que je cherche, il n'y a pas une bibliothèque accessible au Sénégal. Il n'y en a pas. Et ils font partie de la société. On a dit lecture pour tous. On a dit l'éducation pour tous. Et nous, nos enfants, depuis leur cursus scolaire, il n'y a pas depuis que la création de l'INEFJA, un élève qui est parvenu à lire toute une œuvre. Il n'y en a pas. Et on a d'excellents élèves. On sort avec des mentions. Voyez-vous, quand ces élèves-là, quand ces enfants-là parvenaient à lire des œuvres intégralement, ils seraient des génies. On ne fait que des extraits, des résumés ou bien des chapitres. Parce qu'on n'a pas le droit de transcrire toute l'œuvre intégrale. Question de droit d'auteur. Et ça, c'est de la discrimination négative. Et je pense qu'ils ont droit à la lecture. Ils ont droit au savoir. Ils sont des fils de ce pays-là. Et ils sont laissés en rade. Nous sommes un nombre de 8 à l'INEFJA formés par OMPI ABC, Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle. Vous parlez de l'accessibilité, mais de quelle accessibilité? À ce que je cherche, il n'y a pas d'œuvre accessible. Il n'y en a pas. Nous, on le rend en 3 formats. D'abord en braille, en gros caractères et en audio. Braille pour les non-voyants, gros caractères pour les malvoyants et audio pour toute personne ayant des difficultés de lire. On ne s'intéresse pas tout simplement aux non-voyants, mais à toute personne, à des personnes qui ont à motricité réduite, qui ne peuvent pas avoir accès à certaines bibliothèques. Donc, nous rendons accessible. Et toujours, nous courons derrière les maisons d'édition. Nous n'avons pas des buts lucratifs. Nous ne vendons pas. Nous sommes des agents de l'État. Nous sommes des fonctionnaires formés, des enseignants. Donc, tout ce que nous faisons, c'est de rendre accessible pour que cette partie de la société puisse avoir accès à ces œuvres. Et c'est malheureux. À l'INEFJA, nous avons une bibliothèque, mais il n'y a pas d'œuvres locales. Il n'y en a pas. Parce que vos œuvres ne sont pas du tout accessibles. Je pense qu'il y a une question
de sensibilisation, de formation, d'information. Parce que beaucoup de maisons d'édition ne comprennent pas, nous, notre rôle. Nous ne vendons pas. Nous sommes formés par OMPI ABC. Mais on ne parvient même pas à décrocher des autorisations. Et c'est le moment de remercier M. Mamadou Samb, qui est le premier à nous faire confiance, qui nous a donné l'autorisation de rendre accessible son œuvre, Le Regard de l'aveugle. M. Mamadou Samb a les 3 formats. Il a le format braille, le format audio et le format gros caractère. Tu vas dans certaines librairies, on vous dit que ce sont de gros caractères. Ils ont tous simplement augmenté la police, mais ils n'ont pas rendu accessible. C'est tout un processus. Nous, on est formés à ça. Malheureusement, le Sénégal n'a pas encore ratifié le traité de Marrakech. C'est notre seul problème. Si le Sénégal avait ratifié le traité de Marrakech, on n'aurait pas dû courir derrière ces maisons d'édition. Pour la sous-région, le Sénégal n'a pas ratifié le traité de Marrakech. Et on compte organiser une journée de sensibilisation, de plaidoyer, pour que vraiment les autorités puissent nous aider à ce que le pays ou bien le Sénégal ratifie le traité de Marrakech. C'est un cri de cœur. Il n'y a pas de bibliothèque accessible. C'est malheureux. Il n'y a pas de bibliothèque accessible. Et ça nous fait mal au cœur de voir nos enfants de ne pouvoir pas lire Mariama Ba, qui est une écrivaine locale, de ne pouvoir pas lire Le Chant écarlat, de ne pouvoir pas lire Maïmouna d'Abdoulaye Sadji. On ne fait que des extraits. Et vraiment, c'est une main qu'on vous tente. Vous les éditeurs, vous les écrivains du Sénégal, vous les maisons d'édition, vraiment de nous donner l'autorisation pour qu'on puisse vraiment rendre accessibles ces œuvres-là pour nos élèves. C'est une enseignante qui parle, c'est une maman qui parle. Parce qu'on dit souvent, celui qui traverse la rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Nous tous ici, est-ce que nous savons que est-ce que nous mujjé ak sunu gët suñu mujjéwul ak sunu gët est-ce que di nga nekk di lire? Non. Donc vraiment on remercie M. Cissé. On court derrière toutes les foires. Je reconnais pas mal d'écrivains ici, de maisons d'édition. Mais c'est notre rôle. Merci beaucoup, madame. En tout cas, merci. Juste féliciter l'association pour cette belle initiative. Moi, je vais juste axer mon intervention sur la diffusion. Parce que je pense qu'aujourd'hui, sur la chaîne du livre, on a tenu des séminaires sur la chaîne. Mais il y a un maillon assez fort du livre qu'on néglige en tant qu'éditeur, c'est la diffusion. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau des maisons d'édition, on doit avoir cet esprit de conquérant. Parce qu'il nous faut aller vers d'abord l'intérieur du pays. Vu l'histoire du Sénégal par rapport à la littérature, je me dis tout le temps aux présidentes de l'association des éditeurs avec qui je discute énormément, que d'emblée, nous avons cette légitimité de conquérir le marché de la sous-région. Mais pour cela, il nous faut des produits forts. J'entends tout à l'heure dire le consultant qu'on ne lit pas parce qu'avant de lire, il faudra penser à payer de la nourriture. Moi, je suis dans des espaces où la nourriture est bien présente et je dis souvent à mes commerciaux d'interpeller les clients qui rentrent dans ces grandes surfaces. Lorsqu'on nourrit le ventre, on doit penser à nourrir nos esprits. Et je pense qu'aujourd'hui, sur ce présentation que nous avons l'occasion de constater, on a de grands esprits qui ont été nourris par le livre. Aujourd'hui, on doit réfléchir en disant qu'à travers le livre, nous tenons un produit qu'il nous faut commercialiser. Et pourquoi nous avons cette difficulté de la diffusion? Parce que nos productions, je le parle sous l'autorité et le contrôle de M. Diallo, parce que nos livres ne sont pas produits en quantité industrielle. Les prix ne peuvent pas baisser. C'est pour ça que le livre sénégalais coûte cher. Il faut qu'on réfléchisse à avoir une industrie du livre qui est forte. Et on peut réfléchir aujourd'hui
nous avons des relais à l'intérieur du pays. Un livre qui sort à Dakar ce 17 avril doit être disponible sur l'étendue du territoire le même jour. Nous avons des mécanismes pour le réaliser. Donc je pense que nous réfléchissons avec M. Sow, M. Ndiaye qui sont à l'intérieur du pays, comment on pourrait coopérer à faire voyager notre livre d'abord à l'intérieur du pays et à penser le marché de la sous-région. Et je pense que ça sera l'occasion, j'invite la présidente de l'association des éditeurs, des écrivains, à travailler sur un panel pour trouver des solutions à la diffusion des livres. Et je vais terminer par dire tout simplement, je ne suis pas d'avis lorsqu'on dit que le Sénégalais ne lit pas ou bien que les jeunes ne lisent pas. Il faut que le livre soit disponible et accessible. Et pour cela, nous avons des modèles. Nous avons initié la balade des livres, le livre chez vous. Nous avons des commerciaux qui nous aident à rentrer dans les maisons. Et lorsqu'on rentre dans les maisons, les parents sont contents de recevoir un vendeur de livres parce que même maintenant, les poissons se vendent à l'intérieur des maisons. Pourquoi pas, nous ne pouvons pas avoir à réfléchir à aller vers le consommateur. Et nous commençons à faire un travail que nous avons intitulé « Les bonnes à l'école ». Nous partons avec un compteur au niveau des écoles, aider les enfants à constituer des bibliothèques de classe, des coins de lecture dans les classes. Donc nous avons tellement de choses sur lesquelles on pourrait travailler pour que le livre sénégalais puisse être visible. Comme je dis, en tant que distributeur, nous ne garantissons pas la vente de vos productions, mais au moins on peut travailler à la visibilité de vos produits. Je vous remercie. Merci madame. Je m'appelle Diao Faye. Je suis venu représenter l'association des écrivains de la Mouridia. Le président absent m'a demandé de venir remercier vivement les organisateurs, particulièrement la présidente qui a eu l'amabilité de nous envoyer une carte d'invitation. Donc merci pour ça. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce qui s'est passé ici, mais nous voudrons vous dire que nous tendons la main à tous les écrivains, à tous les éditeurs. Nous en parlerons certainement dans les panels à venir, mais nous voulons insister sur le fait que cette association des écrivains de la Mouridia regroupe tous les chercheurs qui s'intéressent à la Mouridia, pas seulement des Mourides, mais à la Mouridia. Même si ce qu'ils écrivent est contre ce qui se passe dans la confrérie, nous sommes preneurs. Et nous devons éditer normalement en arabe, en français et en langue nationale. Donc, nous vous tendons la main. Je voudrais pour maintenant parler de ce que nous venons d'entendre, qu'il y a un paradoxe qui fait que l'écrivain ne se retrouve pas dans son livre quand il sort de l'édition. On dirait que c'est l'édition qui montre l'écrivain, mais paradoxalement aussi, c'est l'édition qui creuse la tombe de l'écrivain. Et oui, c'est ce qui se passe. Peut-être parce que c'est sur le plan économique, il y a un problème. L'écrivain ne se retrouve pas, ne peut pas dire, ne peut pas acheter le poulet, comme le disait tout à l'heure l'autre. Si Balagay a dit que Mom Khalisou Lamb Moko Ngente, est-ce que les enfants des écrivains pourront dire que Khalisou Terei Nyolen Ngente? Merci bien. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Reiko Doufal. Je dirige une maison d'édition en langue nationale et Joédition.
et j'enseigne l'écriture journalistique en Wolof au CESTI. Je suis très contente de prendre la parole. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs, je remercie ceux qui sont là. Le ministre Bakary Sarr ce matin a parlé du pouvoir de la littérature. Akay deug. Littérature muy la dab mën nañ cee jaaree ngir yar yeete weccee xalaat soppi doxalin doomu aadama ak doxinam kon la dab suñu ci jaaree mën na soppi mboolaay ma jàpp ni lu ëpp solo su doon noonu mën a wéyal ndoonal askan ci ay mbaaxam ci mbay ci xatit ay baaxam ci mbatitam ak ci xayteem war nañ ko jaaree ci làkk yi nga xamante ni ñi ëpp ci réew mi moom la ñu dégg su fekkeetee ni langue étrangère yi ñi gën a tuuti ñoo ko dégg koo ni dama ni mu ni la an kon jàpp naa ni kooku waruñoo def loo xamante ni dañ ko ciy génne te tey jii su fekkee littérature bi lépp dañ ko jaareele ci langue étrangère yi je pense que peut-être 80% de la population vont être laissés en rade te jàpp daal ni su fekkee dëkk da nga ko bëgg a suqali ñi nga xamante ni ñoo ci ëpp doo leen bàyyi ginnaaw su loolu weesoo ñi nga xamante ni ñoo fi ëpp aussi dégguñu làkk étrangère yi dégg nañ làkki réew mi ñooñu mën nañ leen a jàngal ci làkk yooyu ñu dégg tàggat leen ci tey jii da nga gis par exemple ñoo xamante ni dañu nekk ci ay métiers ay mécaniciens ou bien ay menuisiers ou bien tailleur ou bien leneen ak leneen li tax ñu mën ko da di yàgg a xool di topp di def ñooñu tey jii suñu jëlee ñu tàggat leen ci langue yi nga xamante ni moom la ñu xam nàmp ko di ko wax dinañ gën a jëm kanam tey jii tu peux voir un mécanicien boo xamante ni yàgg a def yàgg a xool moo tax mu mën a def suñu ko tàggatee ci li mu dégg jàng ko li muy liggéey dina jëm kanam parce que comme li ñuy wax avec l'avènement des voitures électroniques ku nga xamante ni jàngul soo ko joxee sa oto mën na ko yàq parce que taf yëngal amatul donc je pense que kon importance su langue nationale yi ci littérature ak ci formation solo foo ko natt weesu na tout à l'heure Amici dafa wax le problème des langues nationales qu'on ne peut pas résoudre je pense bien qu'on peut le résoudre buñ ci defee fulla parce que man je suis wolof sama yaay ajoor la wolof laa nàmp xam naa ko bu baax a baax mais bi ma ko bëggee bind bëgg ko mën a lire dama ko jàng je pense que de la même façon aussi li ñu def ci langue étrangère yi pour jàng ko nguur gi def ci xaalis bu ñu ko defee ci langue nationale yi aussi nit ñi dinañ ko mën a jàng donc le problème de l'alphabétisation n'est pas insurmontable dañ cee war a def fulla ak fayda ñun ñoo ko moom ñu watlu ko suñu bopp en ce qui concerne ba tey tamit souveraineté je crois que souveraineté su fekkee dañoo bëgg a am souveraineté ci wàllum littérature nguur gi moo ci war a def li mu def dugal ci ay koppar je donne un exemple concret parce que tout à l'heure tonton Issakh ne nañu def exemple nañu joxe des exemples concrets ou bien des expériences avec expérience USAID ñu commandé ñu ay livres éditeurs yi yu ndaw yi ak yu mag yi surtout yu ndaw yi def ci seeni koppar seen jot seen doole ñu jekki-jekki projet ba naxasaay alors kon temps boobu yëpp ñu ci defoon ak koppar yooyu ñëpp ñu defoon dañuy àndandoo ñu naxasaay bu fekkoon nag par exemple dafa nekk loo xamante ni nguur gi moo ci def loxoom wala moo ci jiitu kon su fekkee ñee dañoo génne seen loxo aussi dina continuer dina tax kon ñu jëm kanam donc souveraineté bi je pense que ça commence par une indépendance financière wax nañ aussi formation des éditeurs c'est absolument important Wali ba dafa wax ci suba il y a de faux écrivains il y a également de faux lecteurs xëy na aussi ci ñenn ñi li ñu wax il y a de faux éditeurs mais damaa jàpp ni comme timis jot na ku neex baat na nodd ku bëgg na ubbi maison d'édition ku bëgg na bind livre il y a des livres qui ne dépassent pas le jour de la présentation de ce livre c'est parce que bind moom moo baaxul am na livre yoo xamante ni ñu ko bind jamonoonte wuñu ak ñoom ñu ngi koy jàng ba tey qualité bi moo ko waral je pense que en ce qui concerne les maisons d'édition aussi ku def liggéey bu baax soo fi jógee ëllëg parce que ñiy créer des maisons d'édition ils vont passer si les livres sont bons ils vont rester se défendre d'eux-mêmes maa ngi leen di gërëm